Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de cette petite restauration de cette 206 GT. Mais alors attention, si vous n'êtes pas au courant, je la restaure pas pour rien. Je la restaure parce que l'un d'entre vous va gagner cette 206 GT à l'issue du tirage au sort qui aura lieu sous contrôle d'huissier le 3 mars. Pour participer à ce petit concours là, c'est très facile, il suffit de vous rendre sur perriercitron.fr et d'acheter ce magnifique t-shirt que j'ai moi-même réalisé. Et le plus cool, c'est le logo qui est à l'arrière et qui fête les 206 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et oui, en effet, vu que c'est la voiture qui m'a un petit peu fait connaître quand même sur YouTube, et ben je me suis dit quoi de mieux qu'une 206 pour fêter les 206 000 abonnés. En vrai, il n'y a rien de mieux. Et je suis vraiment très content. Alors, pour la petite histoire, c'est une voiture que j'ai achetée en cours de restauration. Elle sortait de peinture, donc niveau carrosserie, elle est vraiment irréprochable. Par contre, il y avait des petits détails qui me plaisaient pas forcément. Dans l'épisode précédent, on a revu à peu près 90% des problèmes électriques qui avaient lieu sur la voiture. Des faux contacts, des mauvaises masses, des prises pas branchées également, ouais. Et puis là, sur cet épisode-là, on se focalise plutôt sur la mécanique. Mais avant de commencer la mécanique, on va regarder la toute dernière panne électrique, celle qui m'agace le plus. 2 jours auparavant. Les amis, comme vient de le dire l'Anthony de l'introduction de la vidéo, il a effectivement reçu la nouvelle prise toute neuve pour le pulseur. Voici une petite mise en situation. La voiture fonctionne très bien, mais quelques trucs électriques ne fonctionnent pas, comme par exemple le pulseur de chauffage. C'est-à-dire que la voiture est incapable de vous souffler de l'air chaud à la gueule. Dans l'épisode précédent, on a trouvé la source de la panne et on est très content. Mais c'est surtout la gueule de la prise, quoi. Ah mais quand même, c'est tout basé, t'avais... Là, t'as un petit fil rouge, un tout petit fil blanc, là il y avait un gros fil noir, et il y a ce gros fil noir. Et là du coup, on est sur la même chose, donc il y avait deux autres fils là que j'ai dépinés, donc j'ai dépiné les deux fils. Phil, c'est le caméraman. C'est drôle. Et en gros là, c'est pas les bonnes couleurs, mais t'as compris, il faut se démerder. Et moi je suis allé à Noroto acheter 100 connecteurs thermosoudables et rétractables, 100 pièces, bague en étain sur la soudure, gaine thermorétractable. Bon, je vais peut-être pas tout vous lire, mais il y a de l'étain à l'intérieur, tu mets tes... Eh oh! Tu te calmes, hein. Et du coup, en gros, c'est comme des soudures que tu fais avec un petit fer à souder et de l'étain, sauf que t'as strictement rien à faire. Et vous allez voir, vu la place qu'on a sous le volant pour monter cette prise-là, c'était obligatoire. Alors ouais, avec le siège, j'avoue, ça va être un peu chiant. Oh. Enlève-le le siège. Non, mais regarde, c'est bon, hein. Aïe. 12 seconds later. C'est peut-être mieux sans le siège, hein. 1 hour later. Alors, Fou là-haut. alors en fait... Fil, éteint, je branche. Tiens! Grosse poire! On passe à la suite. La fuite à l'échappement, ça implique de mettre la voiture sur le pont. La fuite, elle doit être soit là à la tresse, donc très chiant, hein, parce qu'on voit rien. Le moteur, sinon, regarde, il est ultra sec. Hein. Ça a été fait il y a 2 ans, je crois. La distrib a été faite il y a 2 ans. Le cylindre en bloc est bon, ouais. Soufflet de cardan, c'est ok. Les triangles, ça a l'air ok. Et du rythme de frein. Elle est morte. Ah ouais, elle est un peu craquelée. Ouais, les reins, c'est... Bon, faut la faire. Il va falloir démarrer cette caisse pour... Vu que j'ai pas vu de fuite d'échappement visuellement sous la voiture, j'ai un peu peur que la fuite d'échappement, elle soit genre au niveau du collecteur. Parce que j'ai l'impression que le bruit vient vraiment de devant. Il y a un bruit de poussoir qui s'est désamorcé, oui, ça c'est sûr. Il s'est écoulé 5-10 minutes. Ce qu'on a fait pour le petit cliquetis, le petit bruit de poussoir hydraulique qui s'était désamorcé, c'est tout simple, tu gardes la voiture à 3000 tours pendant 1 minute 30, 2 minutes. En l'occurrence, ça a très bien marché, je vais vous montrer. Il n'y a plus un seul clic. Le moteur il tourne impeccablement rond et du coup ouais, en fait c'est tout simple, hein. La caisse vu qu'elle roule que très rarement, depuis que je l'ai achetée il y a 5 mois, elle a roulé qu'une fois, c'était pour aller au rassemblement du dimanche de l'autre jour là. Donc voilà, clairement la voiture ne roule pas assez, je sais pas ce qu'il y a comme huile dedans, je sais pas de quand date la vidange. On mettra de la bonne Motul 1040 compétition, ça lui fera un grand bien pour l'espèce de fuite d'échappement. On a peut-être trouvé, du coup là tu peux voir on a un petit collier et ce petit collier, juste derrière ce petit collier on a un autre petit collier, parce que tout simplement sur les 2 litres 16 phase 1, on n'a pas de tresse. Et c'est justement cette espèce de... Faut que je montre. En gros, pour que vous compreniez mieux, sur les 206 S16 phase 2, on a une tresse comme ça à l'échappement qui sert à donner du mou parce qu'en fait, votre moteur, il est fixé sur la voiture, mais il a tendance à bouger. La ligne d'échappement, elle est fixée sur la voiture, elle a pas tendance à bouger. Et du coup, pour faire la jonction entre les deux, on a une tresse. C'est un truc qui donne un petit peu de mouvement. Et sur 206 S16 phase 1, c'est un truc qui se présente sous cette forme-là. À la place de la tresse, on a ça qui est en sortie de collecteur. Et en sortie de ce truc-là, on a encore une tulipe. Donc en gros, ça fait 2 fois plus de chances d'avoir de la fuite
au niveau de la ligne d'échappement, et je pense que c'est soit le collier là, soit la jonction ici, qui est pourrie. T'as vu comment c'est flexible? C'est les deux petites vis de 10 là qui sont pas serrées, je pense. J'avoue, la plupart du temps, c'est Anthony qui fait des conneries. Mais il arrive aussi souvent qu'ils doivent rattraper les conneries d'autres personnes. Voici son histoire. Est-ce un problème? Est-ce un problème? Tu as vu sur le caméra? Bon, là on a trouvé, vous avez vu le souci. Et je suis allé serrer le collier par-dessus. En serrant le collier, pour me faire de la place avec le cliquet, eh ben, j'ai poussé une durite d'eau sous le bocal. Est-ce un problème? Du coup, une fois qu'on aura réparé les lignes d'échappement, faudra réparer le tuyau que j'ai potentiellement pété. Maintenant que le premier problème est résolu sur la ligne d'échappement, en voilà un deuxième. Et pour résoudre celui-là, il faut un tire-clou. T'as un tire-clou? Merci Emilien. Et du coup, une fois que c'était fait, il a fallu absolument tout remonter sur la voiture. Oh ouais, c'est beau ça! Il y avait juste un collier pas serré. Là, ça tourne comme un 2,16 litres. Ça fait un bris de 2,16 litres. Vous vous demandez pourquoi les vidéos n'avancent pas beaucoup sur la chaîne? Oh bah, j'ai pas trop de réponses à vous fournir, mis à part que des fois je perds des journées complètes juste parce que j'ai trouvé une mobilette et que je vais l'acheter. C'est une Peugeot 105 de 1979. S'il y en a qui aiment les brels là dans les commentaires, dites-le. Et peut-être qu'on fera quelques petites vidéos parce que moi je kiffe quoi. On a bidouillé la ligne d'échappement, il y a plus de fuite, donc ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant, on va s'occuper de l'embrayage. Regardez, je vais vous montrer. En gros, cette voiture là, attention, je vais vous épater, elle a une boîte manuelle. Et du coup, une voiture qui a une boîte manuelle, c'est une voiture qui a une pédale d'embrayage. Bah, l'embrayage, il est tout au fond de la pédale. Donc là, je suis débrayé à fond, et là, je suis embrayé à fond. Et après, il nous reste 8 cm de course de pédale qui sert à rien. Et sur ces voitures-là, c'est un câble d'embrayage à rattrapage automatique. Qu'est-ce que ça signifie, Anthony? Quand ton embrayage il s'use, t'as pas besoin d'aller régler ton embrayage en tirant le câble un peu plus, parce que ton embrayage est moins épais. Pouah, ça veut rien dire. Dans l'idée, moi j'étais convaincu que le câble d'embrayage avait un petit souci, donc j'ai décidé de le démonter, essayer de le détendre, essayer de le régler, essayer de le bidouiller un petit peu, pour le remonter sur la voiture, en pensant qu'il allait avoir réellement une différence. Moi, c'est pareil. Alors, qui dit changer l'embrayage dit tomber la boîte, oui. Qui dit tomber la boîte dit tomber les cardans, oui. Mais qui dit tomber les cardans dit tomber les triangles. Et ça, c'est jamais drôle. Bon, une fois que le triangle là il est sorti, ce qu'il faut faire c'est enlever la rotule de direction pour avoir un peu plus de mouvement au niveau de la fusée. Ensuite on retire l'écrou de cardan et ensuite on peut sortir le cardan. J'avoue que là on s'est lancé dans un truc, on va faire une petite pause et ça va me faire du bien. D'ailleurs on va profiter de cette petite pause pour vous parler du sponsor de la vidéo du jour qui n'est autre que Car Vertical. Et si vous les connaissez pas, c'est un site internet qui vous permet de vérifier l'historique d'une voiture que vous souhaitez acheter ou que vous possédez déjà. Comment ça marche? C'est très simple, c'est un système qui va regrouper les données du monde entier pour pouvoir recroiser les informations de votre voiture. Bon, ça permet d'avoir toutes les infos dans un seul et même endroit et ça évite d'aller fouiller dans tous les pays du monde pour trouver un historique potentiellement. Du coup à partir de là on se retrouve sur le site et on a le choix, soit on rentre le VIN, le numéro de châssis, soit on rentre la plaque d'immatriculation. Et là dans notre cas, Car Vertical m'a envoyé directement le rapport d'une Volkswagen Golf, mais pas n'importe laquelle, une Golf 3 basique. On tombe directement sur les photos de la Golf et on comprend qu'elle a vécu des jours meilleurs. On descend un peu plus, on a l'historique kilométrique de la voiture depuis 2012 qui est quand même pas négligeable pour avoir le suivi, c'est plutôt cool. Et là on peut voir qu'elle a été endommagée en 2009 en Hongrie, ensuite elle a eu un contrôle technique, elle a été vendue, etc. Elle a fait son petit bonhomme de chemin. Et là on peut voir qu'en 2013 elle s'est fait éclater, puis ensuite elle était en vente en 2014 et elle s'est retrouvée en France. Donc si jamais ce service vous intéresse, n'hésitez surtout pas à utiliser le petit lien qui est en description ou à utiliser le code promo PDLV. Et moi je vais y retourner, l'embrayage il va pas se faire tout seul. Et là normalement on peut, hop, on tire notre ensemble fusée, on y met sur le teco. Et lui c'est le cardan le plus facile, parce qu'il a pas de palier, donc tu le tires juste de ta boîte et il est sorti. Côté numéro 2, est-ce que le triangle va sortir aussi bien que de l'autre côté? Bon, viens voir, gamin, je vais t'apprendre un truc. En fait, tu vois ici, t'as ton cardan qui part de ton moyeu là-bas tout au bout. Il vient jusqu'ici, là il y a un roulement, il passe dans un palier qui fait également support moteur anti-couple. Et là, ça rentre dans la boîte de vitesse. Et tu vois ici et là, t'as deux vis. Et en fait, de l'autre côté, t'as des espèces de petites griffes
qui viennent prendre en sandwich le roulement. Alors là ça va, là c'est les meilleures conditions possibles parce qu'on a un pont et je vois ce que je fais. Mais quand t'es sous la caisse et tout, c'est beaucoup plus chiant. J'avais oublié l'existence de ce cliquet. Et là normalement... Oh putain mais quel bonheur. Oh putain mais mec, mais j'ai envie de me branler. Ça à l'époque de la prépa du HDI chez mes parents dans les graviers là, mais je passais des fois 45 minutes juste pour enlever ces deux trucs. 20 secondes. La deuxième qui est encore plus chiante d'accès. Ah l'idiot. Ah ouais, on dirait un panda là. Ah comme j'ai mal. Ah ça y est, c'est sorti, c'est bon. Il faut la pousser à l'extérieur et lui faire un quart de tour là. Sinon, jamais ton roulement il sort, tu vois. Déjà, est-ce que le cardan il bouge? Il est coincé dans le palier. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est taper à l'arrière du palier. Ça y est. C'est tout ça, c'est toutes des petites astuces. Notez-les, prenez un petit calepin, vous mettez astuce numéro 1, astuce numéro 2. Je suis loin d'avoir tout appris tout seul, hein. C'est grâce aux copains Teddy et compagnie qui m'ont appris tout ça. Hein. Tout seul, quand t'es tout seul là chez tes parents avec une clé plate de 13, c'est presque une clé plate de 14 et un marteau, compliqué d'apprendre quand même tout seul. Et voilà. Eh ben on va redescendre la voiture et puis on va libérer toute la boîte, c'est-à-dire les biellettes de commande de boîte, les faisceaux électriques qui sont dessus, la commande d'embrayage et c'est tout. Après on pourra... Ah putain, regardez. L'investissement, la YouTube money. Bon je l'ai payé 59 balles, mais ça va tellement tout changer. Outil de millionnaire américain. Il faut retirer les vis du haut du tour de boîte. Il doit y avoir 1 ou 2 ou 3 vis en haut de la boîte. Et ensuite on... J'ai pas la logique du mec qui bosse avec un pont, alors j'en sais rien. 2 hours later. Bon bah ça a pas mal avancé. On a retiré là le support de boîte, quelques vis du tour de boîte, les vis du démarreur. Ça se passe pas trop mal. On a commencé à 9h30, il est 17h44, ouais. Je pensais plus qu'on avait fait ça genre en 1h30. 1h30, un peu déçu. Il est l'heure de tomber la boîte de vitesse. Enfin tomber, non. Chiant de la faire tomber, tu vois ce que je veux dire. Tomber, c'est un abus de langage. Sauf s'ils la font tomber PTDR. Bizarre. La boîte a l'air soudée au moteur. On dirait qu'un idiot a oublié d'enlever une vis. Bon, finalement, c'est toujours chiant à en crever. Voici donc un accéléré à 10 000% du démontage de la boîte. Et même à cette vitesse, c'est chiant à en crever, putain. Du coup, pour meubler la vidéo et vous tenir en haleine, permettez-moi de vous raconter l'histoire incroyable du fabricant de dixeuses qui vendait des dixeuses dans un aéroport. Tout a commencé en 1998, dans la ville de HFVD-Jackscu, aux États-Unis, quand un chef d'entreprise a commencé à fabriquer des dixeuses. Diagnostic time. Dans la boîte de vitesse, on a la butée. La butée, elle est morte. Elle tourne, hein, mais... Deuxième chose, le guide de butée, je l'ai commandé. Ouais, j'ai une belle limaille dans le doigt, là. Tu la vois? Je pense qu'on la voit même d'ici. Ah ouais, on la voit bien. Ah ouais. Et puis, il manque des morceaux et tout. Ah mais ouais, c'est ouf, mec, on avait de la chance de pouvoir encore débrayer, hein. Oh, le diaphragme, il a une gueule. Alors... À quoi qu'est-ce que ça ressemble? Bah le disque est pas mort, mais ouais, le mécanisme, mon gars, j'ai jamais vu un mécanisme dans cet état-là. Ouais, bah on va bien le nettoyer, mais en soi, un volant moteur, c'est un volant moteur. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est pas très beau quand même. Vu qu'il est déjà 17h44, mais que le kit embrayage neuf n'arrive pas avant midi, il est maintenant temps de s'occuper du reste du chantier. Mais l'un des deux idiots a oublié de brancher le micro. Du coup, voici ce que vous êtes censé regarder. On est d'accord, je ne peux pas vous laisser devant 2 heures de silence complet. Je vais prévenir Anthony. Eh mec, Ouais. y a pas de son sur les séquences des durites de frein? Ah putain, mais putain. Ah. Ouais, bah non, tant pis. Je vais me démerder, c'est pas grave. Ah, vas-y, merci de ça. Oui, bah là, les durites, elles sont craquées, il faut les changer, oui, c'est moi. Ça, c'est moi, c'est ma tête de con, j'ai une tête de con, là, c'est moi. Anthony. Tu sais que je t'entends, je suis dans la pièce à côté, hein. Je t'entends, hein. Je m'en branle. Pour en revenir à nos durites de frein, dans l'absolu, le côté passager était ultra facile à faire, dévisser, revisser, c'était fini, nickel.
Par contre, le côté conducteur, c'était complètement une autre histoire, étant donné que quelqu'un a déjà essayé de changer cette durite qui était grippée. Du coup, je devais m'occuper de ça, mais dans l'idée, les pièces pour l'embrayage sont arrivées, du coup, je suis parti, et je suis rentré avec les petites pièces que j'ai commandées chez SAP, petite boutique de pièces auto qui est juste à côté du garage. Cap d'embrayage, kit embrayage neuf, de l'huile de bois, 2 litres, le guide de butée, un filtre à huile parce qu'on va lui faire la vidange. Il va falloir remonter un petit peu les combinés filetés à l'avant parce que du coup, je suis pas spécialement fan déjà des combinés filetés sur cette bagnole là parce qu'elle a un nez super long, donc forcément un angle d'attaque bien plus abrupt pour les bosses et les dodanes et les machins, donc le pare-choc a tendance à frotter. Et puis surtout, le train avant a été rabaissé, mais pas le train arrière. Donc la caisse elle est vachement penchée vers l'avant et ça me plaît pas trop pour la tenue de route et le comportement. On va remonter d'à peu près 1 cm les combinés filetés. Étape 1, tu mesures. Étape 2, tu débloques. Étape 3, tu remontes le combiné. Étape 4, tu rebloques. On enlève ces foutues vis de ce foutu volant moteur, sur lequel il faut mettre, je pense, un petit coup de toile, hein, pour une raison plutôt évidente, c'est qu'il a pris la flotte et qu'il est plutôt moche. Mais bon, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ça. Ok. C'est très lourd, un volant moteur. Voilà. Là, tu fais un peu ça. Vous venez de le voir, on a remonté l'embrayage sur le volant moteur avec le mécanisme et tout ça. On a tout nettoyé, tout est propre, tout est nickel, tout est impeccable. Maintenant, il faut s'occuper de la boîte de vitesse. Dans la boîte de vitesse, on a ici au fond, sur l'axe primaire de boîte, ce qu'on appelle le guide de butée. Guide de butée, qu'est-ce que c'est? Ça sert à refermer la boîte et à guider la butée. Ça, quand vous faites un embrayage, changez-le. Ça coûte 10 €. Ça fait étanchéité. Bah, la butée, on peut le voir, hein, à force, elle fait des grosses traces d'usure. Ça donne du jeu à la butée. Et forcément, bah, ça bute la butée. Graissez bien évidemment le guide de butée ici, la petite rotule ici où vient la fourchette de boîte. Bien sûr, faut pas en mettre 4 tonnes, hein, parce que si t'en mets 4 tonnes, après ça gicle de partout et c'est vraiment pas le but qu'on recherche. Là, t'as 2 petits ergots, là et là. Après ça, c'est un modèle Luc, mais les autres, c'est sensiblement pareil. Elles ont pas forcément toutes la même gueule. Tu viens la foutre ici. Là. Remettre la boîte en place, c'était sûrement l'action la plus chiante de la semaine. Ils ont d'abord essayé avec le vérin de fosse, mais c'était pas concluant. Flemme d'aller à l'hôpital. Du coup, ils l'ont remise par terre, à l'aide de leur fidèle cric. Mais c'était quand même chiant. Mais là, je sais pas, là, ça me saoule. Ça me saoule parce que je comprends pas. Éventuellement, ils finirent par réussir leur tâche. Et ben voilà, ça c'est fait. La boîte, elle est dans le véhicule. Bon, c'est à peu près tout bon au niveau de la boîte de vitesse. Tout est raccordé, tout est branché, tout est nickel, tout est serré. Il va juste nous manquer l'installation du cap d'embrayage neuf. Pourquoi est-ce que je le fais pas maintenant? Parce que la voiture, elle est sur le pont. Du coup, là, c'est assez compliqué d'accéder à la portière, etc. Blablabla. Donc ça, on le fera une fois que la voiture sera au sol, en dehors du pont. Sauf que pour ce faire, il faut d'abord changer cette putain de durite de frein. Parce que comme vous le voyez, ici, l'écrou, il est tout pourri. Donc là, il va falloir couper, refaire l'olive, mettre un écrou neuf pour pouvoir changer la durite. Un peu relou, mais pas trop le choix. Anthony utilise son autre outil fidèle. J'ai nommé la dixeuse. Grâce à sa dixeuse, il peut dixer sa canalisation de frein en acier. Il est drôle ce mot. Dixeuse. Saviez-vous que l'on ne pouvait pas se promener dans un aéroport avec une dixeuse? Moi, je ne le savions point. L'écrou, fils de... Ah. Et maintenant, je vous propose une séquence de la vraie vie, à propos du vrai fonctionnement de l'atelier PDLV. Généralement, ça commence par 2 gars qui communiquent mal. Ah ouais. T'as compris ou... T'as pas compris, t'es con. Là, t'arrives pas à le mettre dans mon trou, là? Ensuite, Anthony et Phil ont de la peine de laisser le chien attaché.
Alors il le détache. Allez, cours. Vas-y. Ouais. Puis généralement, ils regrettent leur décision après seulement 20 secondes. Ah merde. Ça y est, on l'a perdu. J'aurais préféré qu'il aille dans le garage. Après, on se retrouve à Marseille pour une durée indéterminée. J'ai remis au côté, j'ai pas serré. Eh bien, mais à mon avis, il faudra serrer avec le... Ouais, avec le... Ouais. Avec la... D'accord, je suis le d'accord, vérin. je suis Avec le d'accord, vérin. je suis d'accord, Le vérin, avec je le suis vérin. d'accord, je suis d'accord. On n'a qu'à utiliser le vérin. Ouais. Ça fait quoi là, 3 heures? Un truc comme ça là qu'on a arrêté de filmer? Un peu plus? Ouais. On a bien avancé et on a surtout bien rien fait. Hein. Ouais. Donc là, le plan, qu'est-ce que c'est la suite? C'est retirer les cales de déport qu'il y a à l'arrière, parce que oui, effectivement, à l'arrière uniquement, on a des cales. On peut les voir par ici, des HR de 16 mm. Alors c'est super cool, ça fait une super gueule à la voiture. Vu de derrière, elle a un cul énorme, monstrueux. Mais sur les grosses compressions, quand tu prends des bosses ou quoi, ça vient racler le pneu. À l'avant, on a également avancé un petit peu. Donc là, on a remonté le pare-boue, on a regardé un petit peu pourquoi les anti-brouillards ne fonctionnaient pas. Spoiler alert, comme tout le reste, c'était un faux contact. On a changé bien évidemment les 2 durites de frein à l'avant comme prévu. On a remonté les combinés filetés de 1 cm. Je dis tout parce que je sais plus ce que j'ai dit avant. Le train avant est full resserré, on a remis les cardans, les machins, les bidules. Salut, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, de ce côté-là. Donc on a refait l'olive, on a refait l'écrou, etc. Ça c'est impeccable, c'est nickel. Puis ensuite, vu que le boulot n'avance pas, ils mettent la caméra en time-lapse et ils bossent pour de vrai. Ici, au programme, c'était vidange moteur, puis remplissage de la boîte avec 2 litres d'huile qui pue du cul. Ensuite, ils ont effectué une purge complète des freins, en mettant le système sous pression. Une fois la purge de frein effectuée à l'aide du liquide DOT 4 de chez Motul, Phil a remis les roues sur la voiture. Puis Anthony a rempli le moteur avec sa délicieuse huile 10 double. C'est allé très très vite, mais là je crois que tout est fait. J'ai même remis de l'huile dans la bagnole, et j'ai pas mis n'importe quelle huile, j'ai mis de la Motul 300V compétition 1040. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent de la 540 dans ce moteur-là, mais la 1040 c'est très très bien. Je rappelle que le moteur a 200 000 km, donc moi j'aime bien augmenter un petit peu le grade de l'huile avec les kilomètres. On peut démarrer la caisse et on peut aussi la poser par terre, parce que du coup j'ai retiré les cales à l'arrière de la voiture, ça fera un fit beaucoup plus naturel plutôt qu'un truc trop bodybuildé. Et puis on a surtout la nouvelle hauteur qui va apparaître à l'avant de la voiture, et ça c'est plutôt cool. C'est beaucoup mieux. Elle est très bien. Elle penche encore un petit peu devant. Et c'est bien, les 206, il faut que ça penche toujours un tout petit peu vers l'avant. Et avant, c'était trop. On a rehaussé de... 1 cm, hein. Donc elle était vraiment basse devant quand même. Je suis vraiment content. Ah oui, y a pas de batterie, y a pas de boîte à air. Parce qu'on doit changer le câble d'embrayage. Je peux pas débrayer, là. On a fait tellement de trucs d'un coup, j'ai oublié. On fait le câble d'embrayage et on la démarre après. C'est bien ça. Alors, il faut savoir que le câble, on va le garder, parce que moi j'aime tout garder. J'ai une boîte spéciale câble d'occasion. Un câble neuf, ça coûte cher, ça doit coûter genre quasiment 50 balles, je crois. Et ça dépanne. En vrai, un jour, t'as un câble qui pète dans une bagnole, plutôt que d'aller en acheter un neuf en urgence, parce que souvent, quand tu pètes ce genre de truc, c'est dimanche, bah t'en as ici. Donc là, j'ai quand même pris un câble neuf de marque ATE. Câble, pour moi, il faut toujours prendre des câbles de marque, pour justement éviter de tomber en panne un dimanche. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fais? En blanc, c'est ça qu'est-ce qu'il faut que je fasse, non? Tu le fais passer sous la boîte et ensuite tu remontes le bord contre la boîte. Par-dessus, t'as compris? Vas-y, pousse-toi, Zbi. C'est de la merde. Ça m'énerve, ça y est. Anthony essaye de travailler sur sa patience depuis peu. Là, ça me saoule, ça y est. Là, ça me casse les couilles. Anthony, sois patient, Zébi! Tu peux faire, s'il te plaît, parce que je suis en train de m'énerver. Oui, c'est une solution aussi. 10 minutes plus tard, c'est réussi. Oui, c'est ça. Il a fini par passer. 1 hour later. J'ai coupé à 2500 tours, hein. Dites pas la voiture est froide, machin bidule. Hein. C'est bon. Bon bah ça y est, on se retrouve au volant de la 206 GT, je suis trop excité parce que c'est la première fois que je la conduis sans fuite à l'échappement, avec l'embrayage neuf et puis surtout avec toutes les commodités qu'on a à bord de la voiture, c'est-à-dire notamment un chauffage, et ça c'est vraiment pour moi la plus grande avancée technique et technologique qu'on puisse faire dans cette voiture là, parce que moi je l'avais ramené d'assez loin, on était à Tours, je crois, je sais plus, enfin bref, à l'autre bout de la France pour moi, et c'est vrai que de nuit, l'hiver, sans chauffage, avec les phares qui éclairent en bas, pas d'essuie-glace derrière. Non, c'était chiant. Il y avait pas mal de trucs chiants quand même sur cette voiture-là. Là, elle roule vraiment pas mal. Il va manquer peut-être juste un petit parallélisme vu qu'on a réglé un petit peu les combinés, etc. Et puis que je crois que le para était vraiment pas spécialement
bon quand j'ai récupéré la voiture, mais là on commence à être vraiment pas mal du tout. On peut également remarquer que le bruit à l'échappement, il est très agréable. Alors là ça résonne un petit peu dans la voiture parce qu'il n'y a pas la banquette derrière, il n'y a pas la plage derrière, il n'y a pas tout ça. Non, là on est vraiment pas mal, on est vraiment sur une caisse qui roule bien. Je vais attendre qu'elle chauffe un petit peu, on va papoter un petit peu, et après on se fera 2-3 petites sorties de rond-point, de manière un petit peu dynamique pour voir un petit peu ce que ça vaut cette voiture. Parce que mine de rien, c'est une sportive. En tout cas, moi je tenais à remercier tous ceux qui ont participé au concours, tous ceux qui soutiennent le projet, ça me fait extrêmement plaisir. Je reçois énormément de messages sur Instagram et énormément de mails qui parlent de la livraison des t-shirts. Alors oui, c'est normal que vous n'ayez pas encore reçu vos t-shirts parce que tout simplement je les enverrai à la fin du concours. À partir du 3 mars, on va commencer la fabrication des t-shirts par un artisan local sur Valence et ensuite seulement je vous les enverrai pour justement pouvoir payer mon fournisseur avec l'argent récupéré via les commandes. Dit comme ça paraît un petit peu spécial. Mine de rien, tout mis bout à bout, ça fait quand même pas mal d'argent. Et cet argent, je l'avais pas vraiment. Mais croyez-moi, vous allez vraiment pas être déçus quand vous allez recevoir votre t-shirt. Il est vraiment très très sympa. Et je le répète, fait par un artisan. Et ça pour moi, c'était très important. On va voir un petit peu ce que ça donne ce 2,16 litres. Oh mais elle a la santé! J'avoue, c'est la première fois que je roule comme ça avec. Oh, elle a vraiment la santé! Bon, sur ce, moi je sais pas trop quoi rajouter, mis à part que merci à tous ceux qui participent, merci à tous ceux qui vont encore participer, parce que je le répète, le tirage au sort c'est le 3 mars, donc là vous avez encore 2 semaines pour participer au concours. Puis moi sur ce, je vous fais des très gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, elle a la santé en vrai, hein. Elle a vraiment la santé.